Bonjour à tous, je m'appelle François-Marie Perrier, je suis écrivain, j'ai un parcours de prof dans pas mal de matières littéraires. J'ai aussi enseigné dans un établissement expérimental pour les élèves raccrocheurs. Et puis à toutes sortes de niveaux, de l'école élémentaire jusqu'au post-bac. Voilà, en tant que prof titulaire ou dans différentes fonctions avec pas mal de cours particuliers. Voici quelques-uns de mes livres sur l'histoire des civilisations, mythes et religions. Certains, comme ces recherches-là, sont soutenus par Edgar Morin, sur la poésie, des carnets de voyage, et puis tout un cycle sur le Graal, et puis aussi sur la civilisation de l'Inde, que j'ai enseigné après avoir été guide de voyage pendant des années, non seulement en Inde, mais en Europe, au Proche-Orient et en Amérique centrale. Alors, pourquoi faire cette vidéo sur la pédagogie de la philosophie? C'est que, en fait, on est vraiment à une période de l'histoire où on est dans un basculement, en fait. C'est-à-dire que non seulement avec l'intelligence artificielle, mais il y a aussi cette idée de la cancel culture, la culture de l'effacement. Vous savez que le QI de l'humanité a atteint son summum à la fin des années 70, avant l'intelligence artificielle, et après ça n'a cessé de régresser, c'est-à-dire qu'on a perdu de la mémoire, on a perdu des capacités, on a perdu aussi des capacités techniques et manuelles, parce que jusque-là, énormément de choses se faisaient à la main, il y avait encore tous les artisans dans tous les domaines de l'activité humaine. Et on continue dans ça, avec aussi une perte de la vie privée, une surveillance généralisée, évidemment qu'on prétend être pour le bien, mais quand on voit l'état du monde, on se rend bien compte qu'on ne va pas dans le bon sens, hein, ni dans celui de la liberté, ni des choix personnels, ni d'intelligence, ni des choix collectifs, malgré tout ce qui est dit. Et ça, c'est très important. Et la philosophie est vraiment, comme l'art, comme toute discipline, pratiquée profondément, en comprenant sa substantifique moelle, comme disait Rabelais. La philosophie, c'est très important, parce qu'on vit dans un monde de manipulation, d'idéologie, où on dit que la vérité, c'est dépassé, où on parle toujours du relativisme, mais en réalité, on assène énormément de vérités, qu'elles soient scientifiques ou pseudo-scientifiques, ou dans la bien-pensance politique, sociétale, etc. Voilà. Donc s'il n'y a plus de vérité, comment ça se fait qu'il y a autant de chasse aux fake et aux mensonges? Puisque s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus non plus de mensonges. Voilà. Donc tout ça, c'est problématique. Et donc, ce qui est aussi le piège dans l'intelligence artificielle, c'est le fait que, évidemment, on a l'impression qu'on est des rois et des génies parce qu'on tape deux touches sur un ordinateur, alors qu'on ne sait plus rien faire. Voilà, et qu'on s'en remet complètement à quelque chose fait par les autres et qu'en plus on peut en être fier. Alors, la France est souvent considérée comme, ou appelée le pays de Descartes, des Lumières, de Rabelais, de Victor Hugo, etc. Mais en réalité, on n'enseigne plus précisément ce qu'est l'humanisme de Rabelais, de Montaigne, de la Renaissance italienne, ce que sont les Lumières, quelle est la fonction de la poésie, en particulier de la poésie engagée, qui a été celle parmi les nombreuses voies qu'il a ouvertes de Victor Hugo. Et Descartes aussi, on n'enseigne plus ce qui est véritablement la raison et la dialectique, et un doute véritablement construit et intelligent comme celui de Socrate, hein, qui amène à des certitudes, contrairement à ce qu'on peut dire. Et ces valeurs sont souvent appauvries
caricaturé. Et d'une part, on n'enseigne plus donc la profondeur de ces auteurs, de ces courants littéraires, et d'autre part, on n'enseigne plus non plus à mettre les choses en relation. Hein, interlégarer, lier les choses entre elles. Et ça, c'est fondamental. L'enjeu, c'est donc la mémoire. Ne pas oublier, dans 1984, Winston, le héros, travaille au ministère de l'information ou quelque chose comme ça, hein, et son travail consiste à réécrire l'histoire. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, effacer la mémoire de ce qu'on a été, que ce soit socialement, culturellement, historiquement, les grandes victoires des peuples, de l'intelligence humaine, pour le remplacer par une bouillie, par le divertissement. Et Platon, dans la République, dit que les philosophes doivent être rois, et que les rois doivent être philosophes, et ensuite il y a les gardes qui assurent la sécurité de la société, et puis il y a les marchands, il y a le peuple, il y a ceux qui produisent. Hein. Tous ont une grande dignité, mais tous n'ont pas la même fonction. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une inversion entre les philosophes et les rois, qui pourraient incarner les intellectuels, et les politiques, et les marchands. Et ce sont les marchands qui, pour du profit, hein, les multinationales, ceux qui dictent les lois des peuples, hein, à travers l'abolition des frontières, pour le soi-disant libre-échange qui rend tout le monde esclave et uniforme, ce sont eux qui dictent la parole des intellectuels et des politiques, en raison du rapport de force financier que nous pouvons inverser par le boycott et la consommation, et les banques, et en choisissant sa banque. Si on laisse le monde à des marchands, ils le transforment en supermarché, voilà, et c'est ce qui est en train de se passer, même si on parle d'Europe, en réalité, c'est un supermarché, voilà, dans la vulgarité et la médiocrité, tout en parlant de libéralisme, voilà. En réalité, c'est l'obsession de l'enrichissement, et c'est extrêmement vil, et on voit les résultats. Voilà. C'est assez pitoyable. Alors, ici, je vais vous donner une méthodologie qu'on ne nous donne quasiment jamais. J'ai pu le constater à travers les cours que j'ai donnés à des élèves. Hein. Le problème, c'est qu'on ne donne plus véritablement une mythologie qui permette aux enfants, aux jeunes, non seulement d'utiliser les connaissances vues pendant l'année, hein, mais aussi de découvrir des choses eux-mêmes à travers des liens qu'ils feront. Alors, classe de terminale, méthodologie de philosophie. Je vais aller assez lentement afin que vous puissiez prendre des notes, et en tout cas, j'ai eu de très bons résultats avec des élèves avec cette méthode. Par ailleurs, je mettrai aussi une vidéo sur le résumé de l'histoire, hein, qui permet vraiment d'avancer dans tout ce qui est histoire et puis aussi géopolitique. Et les courants littéraires qui en fait sont préparatoires aussi au cours de la philosophie, c'est-à-dire si on fait le français avant la philosophie, c'est aussi parce que il y a toujours de la philosophie dans le français, et on étudie les courants littéraires qui eux-mêmes peuvent être réinvestis ensuite en classe de philosophie. Et il faudra aller voir aussi tout ce qui est du domaine de la mémorisation, le sens de la trilogie thèse, antithèse, synthèse, qu'on va revoir un petit peu là. Et on considère qu'en terminale, ces notions et repères ont été acquis, mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Avant l'épreuve de philosophie et pendant l'année, déjà il faut apprendre par cœur la liste des notions philosophiques avec leur étymologie et leur définition. Et ça se fait en apprenant d'abord une notion, puis après une notion et une deuxième, 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire, par exemple, les notions au programme, il y a l'art, le devoir, la justice, la nature, le bonheur, la conscience, l'inconscient, la science, l'état, le travail, le langage, la raison, la technique, la vérité, la liberté, la religion et le temps. Eh bien,
pour connaître votre liste de notions par cœur, ce que vous faites, c'est que vous apprenez comme ça. L'art. L'art, le devoir. L'art, le devoir, la justice. L'art, le devoir, la justice, la nature. L'art, le devoir, la justice, la nature, le bonheur, etc. Voilà. Et comme ça, vous les mémorisez et vous pouvez les utiliser en permanence au moment de passer à l'écrit et faire des liens entre eux. Alors, là, les techniques que je vais donner, elles peuvent être très très efficaces et je précise que d'un point de vue moral et éthique, tout ça doit être utilisé non pas pour manipuler, mais au contraire pour comprendre et libérer. Voilà, donc à chacun d'en faire un bon usage, de ne pas se comporter comme un sophiste à l'époque de Socrate et Platon, où on séduisait par des jeux philosophiques, mais sans jamais avoir sans jamais expérimenter ces théories en lien avec le grand tout, c'est-à-dire la nature et le spirituel. Pour savoir ce que vaut vraiment une valeur, il faut voir dans quelle mesure elle résiste en s'intégrant ou pas à la nature et au monde spirituel. Parce que sinon, on est dans la courte vue, et on pense toujours au monde amputé de lui-même, en pensant la notion amputée, et en pensant un humain uniquement dans une toute petite partie de lui. On va l'enfermer et on va amener à des impasses. C'est le sens de l'humanisme. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, comme disait Montaigne dans les Essais. Alors, une fois qu'on a appris par cœur la liste des notions philosophiques avec leur étymologie et leur définition, on apprend par cœur la liste des philosophes et des courants philosophiques avec leur période historique, c'est-à-dire le siècle et l'époque, c'est-à-dire Antiquité, entre 3200 et 3300, invention, en tout cas première découverte de l'Amérique, de l'écriture chez les Sumériens, jusqu'à la chute de l'Empire romain, entre 406 et 476 après Jésus-Christ, ou 410-476. Après on rentre dans le Moyen-Âge, 1492, découverte de l'Amérique. Peu de temps avant aussi, il y a l'invention de l'imprimerie, la chute de Byzance, la chute de Grenade, le monde bascule. Là, il y a 3 siècles qu'on appelle les temps modernes, avec la Renaissance, fin 15e, 16e siècle, puis le siècle des classiques, 17e siècle, voilà, jusqu'après les Lumières au XVIIIe siècle avec les philosophes, jusqu'à la Révolution française, et à partir de 1789, là, on passe dans la période de l'époque contemporaine. Et ces philosophes et ces courants philosophiques qu'on doit apprendre par cœur, il faut aussi apprendre leurs idées fondamentales ou leurs idées fondamentales, avec au moins une citation marquante par philosophie, résumant leur pensée. Et ça, vous pouvez vous y prendre au début de l'année, en relisant. On a vu un prof qui nous avait dit ça au lycée. En début d'année, vous relisez tout le cours de la semaine. La semaine suivante, le week-end suivant, vous relisez tous les cours depuis le début de l'année scolaire, 3e week-end, etc. Et on continue comme ça. Et à la fin, on a peut-être lu 30 ou 40 fois les cours, et on les connaît bien. On est extrêmement chaud, on est extrêmement fluide, et ça peut vraiment aller très vite. Voilà. Une fois qu'on a appris les notions, les philosophes, les philosophies, si possible une citation, eh bien, par auteur, par philosophie, il faut faire des liens entre la pensée des philosophes et les courants philosophiques, chronologiquement, en éclairant les différentes notions du programme.
C'est-à-dire, par exemple, comment Platon considère-t-il la vérité? Comment Platon considère-t-il la liberté, la politique, l'art, la conscience, l'histoire? Pareil pour Descartes. Son rapport à la vérité, à l'art, à la conscience, à l'histoire. On ne trouvera pas toujours des liens, mais en tout cas on peut multiplier les liens. Et pareil pour la religion, pour la science, le langage. Là, on peut faire la liste des notions, les philosophes, ou inversement si on préfère, et puis on trace des traits comme ça entre les philosophes ou les philosophies et les notions, et on note le rapport qu'il y a. On ne va pas trouver des liens partout, mais c'est une excellente façon de parcourir la pensée des philosophes et de nous rendre intellectuellement agiles. Et puis, à côté des liens qu'on fait entre les philosophes et leur philosophie et les notions au programme, on va aussi s'entraîner à faire des liens entre les notions au programme. C'est-à-dire, comment considère-t-on le devoir en politique? Comment considère-t-on le devoir dans la religion? Quel est le devoir du citoyen, selon l'État, selon la justice? Ou si on prend le langage, comment le langage s'incarne-t-il dans l'art, dans la nature? Parce qu'on peut dire que la nature parle, en tout cas elle envoie des messages, le symbolisme, il y a l'idée de séduction chez les fleurs pour se reproduire, les cris des animaux, etc. Quel langage parle l'inconscient, à travers le rêve, les lapsus? À quoi sert le langage selon la science? Les mathématiques sont-ils un langage dans la science? Bien sûr, c'est un langage aussi. Et on s'aperçoit que les notions au programme sont très souvent en relation. Au moment de l'épreuve de philosophie, écrire d'abord les deux listes, les notions et les philosophes avec leur philosophie, sur le brouillon du devoir du bac, pour l'avoir devant les yeux. Ensuite, trouver les liens entre les notions impliquées par le sujet qu'on a choisi et les autres notions au programme, ainsi qu'avec les philosophes et les courants philosophiques qu'on aura devant soi. On peut aussi se poser la question, en raisonnant par l'absurde, et si la notion au centre du sujet ou du texte, si on a choisi le commentaire de texte, n'existait pas ou n'existait plus, comment serait le monde? Par exemple, que serait un monde sans liberté? Que serait un monde sans art, sans devoir, sans état, sans religion, sans nature, sans conscience? Concrètement, qu'est-ce qui disparaîtrait aussitôt de la surface de la Terre et de la profondeur ou de l'intégrité de l'humain? Qu'est-ce qui disparaîtrait de la civilisation, de notre vie quotidienne? Et par conséquent, à partir de là, en quoi la notion au cœur du sujet ou du texte, ou les notions, sont-elles importantes et essentielles? C'est-à-dire que si on vous donne des notions à étudier pendant l'année, c'est parce que ces notions, elles sont importantes. Mais on vit tellement dedans, souvent, sauf quand on est privé de sa liberté, par exemple, ou qu'on nous montre tout le temps, qu'on ne se rend plus compte à quel point elles sont importantes. Mais quand on nous les retire, là on s'en rend compte. Voilà. Donc il faut les entretenir, il faut les préserver, il faut les transmettre. Pour ça, il faut en comprendre le sens et l'importance. Une fois qu'on a trouvé les idées qui sont apparues, eh bien, on va les classer dans 3 différentes colonnes. Les sacro-saintes, je dis sacro-saintes parce que dans d'autres pays, c'est pas toujours comme ça qu'on demande de procéder, ou en tout cas, on est moins accroché à ça. Thèse, antithèse, synthèse, selon que les idées se confirment, s'opposent ou appartiennent à une 3e catégorie. Et on les classe par ordre d'importance à l'intérieur des colonnes. Soit vous pouvez commencer par les idées les moins importantes, soit par les idées les plus importantes. Le principal, c'est qu'elles soient en analogie,
ces idées-là. On va illustrer ensuite les idées qui seront apparues en citant les philosophes et les philosophies, ou les faits historiques, les exemples dans la société, les œuvres d'art, les techniques, les sciences, les personnages célèbres, les mythes, qui illustrent ces idées. Et on va connecter les idées à l'intérieur des parties, et ensuite les parties entre elles, avec des mots, des expressions de liaison, on parle parfois de connecteurs logiques, en montrant comment ces idées se confirment et se complètent à l'intérieur d'une partie, se nuancent ou s'opposent à l'intérieur des deux grandes parties, hein, d'une grande partie à l'autre grande partie. Et puis, dans un troisième temps, comment il peut y avoir un dépassement, une synthèse, une voie du juste milieu, hein, qui apparaît. Et ça, c'est pas artificiel, parce que quand on regarde l'histoire ou l'évolution de notre propre vie, souvent, on va d'un extrême à l'autre, hein, de l'enfance où on est bouche bée devant les parents, à l'adolescence où on s'oppose, et puis ensuite on trouve souvent le juste milieu, on voit le pour et le contre des parents, et on essaie de transmettre quelque chose, le meilleur, en évitant de transmettre le pire. Alors ces connecteurs logiques, hein, c'est par exemple, pour commencer, tout d'abord, dans un premier temps, tout d'abord, virgule, hein, dans un premier temps, avant tout, pour commencer, en premier lieu, etc. Idée suivante. Puis, ensuite, dans un second temps, en second lieu, en outre, qui plus est, de surcroît. Pour finir, enfin, ajoutons à cela, nous venons de voir que, si on veut nuancer, cependant, toutefois, néanmoins, à l'inverse, hein, ou opposé. Troisième partie. Nous pouvons sembler dans une impasse au vu des parties précédentes, mais ce que nous avons vu jusque-là paraît nous placer dans une contradiction. Est-il possible de la dépasser? Il est toutefois possible de la dépasser. Comment dépasser les faits contradictoires ou les idées contradictoires que nous venons de voir? Sommes-nous condamnés à la contradiction? Voilà, il y a des tas de bouquins, de méthodologies très bien faits avec cette forme-là. Voilà. En introduction, il faut souligner l'importance de la notion ou des notions philosophiques présentes dans le sujet pour l'histoire humaine, dans les préoccupations de l'humanité. Par exemple, la recherche constante de la vérité en raison du désir de savoir que l'humanité, pour être plus libre, pour survivre, pour être plus puissant, plus fort, hein, dans un monde difficile, avec des défis, ou par goût de la vérité. Idem pour la politique. On peut souligner dans l'introduction que la vérité est différente des apparences, que l'action est plus difficile que la théorie, qu'il y a beaucoup de points de vue, car sinon on ne se poserait pas la question encore aujourd'hui. On va reprendre aussi dans l'introduction quasiment mot à mot le sujet, en montrant qu'il pose donc une question qui a du sens, que se sont posés des auteurs ou des époques, et à laquelle on va essayer à son tour de répondre. On annonce qu'on va aussi définir les termes importants du sujet dans la première partie. Pas forcément de dire dans un premier temps, nous définirons, etc. Mais en tout cas, dire après avoir vu, après avoir défini précisément les termes du sujet, etc. On annonce le plan qu'on a élaboré à partir de toutes les idées complémentaires ou apparemment contradictoires, opposées, et qu'on peut dépasser, hein, ce qu'on vient de voir dans les paragraphes précédents. Au début de chaque partie, on peut donner l'étymologie et la définition de la notion ou des notions citées et montrer en quoi ces notions sont liées. Hein. Connaître l'étymologie, c'est toujours utile. Parfois le mot a vraiment changé de sens, mais revenir à l'étymologie, ça montre qu'on cherche quand même à revenir aux sources et qu'on s'interroge sur le sens même
qu'avait la notion, le terme science par exemple, savoir, chez les anciens. Voilà, ça permet de revenir à la source. Et puis en conclusion, on va résumer la réponse apportée à la question du sujet et ce qu'on a appris de fondamental dans le développement, même si ce sont des apports apparemment contradictoires ou opposés, puisque la vie est elle-même faite de moments différents et apparemment opposés mais indispensables. Et l'humanité a elle-même toujours évolué en passant par des extrêmes ou des